Und da ist Céline Pachot bei uns. Sie ist Politologin in Lüttich in Belgien und Expertin für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen. Und sie lehrt ihren Studentinnen da an der Uni Lüttich, dass die Entsorgung von radioaktiven Abfällen ein soziotechnisches Problem ist. Technische Seite haben wir heute Morgen gehört. Aber da kommen eben noch die gesellschaftlichen Fragen dazu. Und das ist, sagt sie, untrennbar miteinander verbunden. Und wir versuchen es nochmal. Wir kennen ja die Proteste aus Wellenberg. Wir haben einen 30-Sekunden-Film dazu. Wir versuchen es einfach, oder? Wir geben die Hoffnung nie auf, wie die Schweiz die Hoffnung auf ein Tiefenlager auch nie aufgibt. Wellenberg, Sie erinnern sich, das war 1987, da gab die NAGRA bekannt, dass dieses Endlager in Wellenberg errichtet wird. Und die Menschen da haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wir sehen es da. Der Kampf David gegen Goliath im Atommüllstreit hat in Nidwalden eine lange Tradition. Seit 1986 wehren sich die Innerschweizer mit Hand und Füßen gegen Pläne vom Bund, im Wellenberg ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle zu bauen. Und es ist erschütternd, dass man die demokratischen Entscheid nicht akzeptieren will. Das wichtigste Ergebnis ist, dass die Langzeitsicherheit am Standort Wellenberg auf keinen Fall nachgewiesen ist. In diesem Kanton kommt kein Atomlager. 2015 hat dann die NAGRA bekannt gegeben, dass es in Wellenberg kein Endlager gibt, dass es geeignetere Standorte geben soll. Und jetzt wollen wir fragen, also wie macht man diesen Prozess? Wie sieht eine gute Tiefenlagerpolitik eigentlich aus? Wen bezieht man da alles ein? Und das sind Fragen an Céline Pachot, eben über Good Governance bei der Entsorgung von Atommüll. Bitte schön, Frau Pachot. Mit ein bisschen Applaus, das freut Sie. Merci. Donc bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop en phase de digestion, parce que évidemment tous les aspects sociétaux sont aussi importants que les aspects géologiques quand on parle de gestion à long terme des déchets hautement radioactifs. Alors juste pour commencer, quand on m'avait invité, on m'avait demandé de parler de la gouvernance du démantèlement. Et puis très vite je me suis dit, oulala, mais le démantèlement finalement c'est travailler sur des périodes de temps qui sont assez courte. Alors, très vite, j'ai eu envie d'intituler cette présentation « Gouverner les objets nucléaires ». Vous voyez que je n'ai pas pris trop de risques sur comment cadrer la thématique à présent, puisque à la fois, on pourrait réfléchir à la question de la gouvernance du démantèlement, mais j'ai aussi et surtout envie de vous parler aujourd'hui de la gestion de ce que produit l'infrastructure nucléaire, c'est-à-dire ses déchets. On en a bien parlé ici ce matin, donc vous voyez à quel point il y a des échelles temporelles qui sont diverses et variées, qui s'affrontent et qui se répondent. Ensuite, j'aimerais vous parler finalement de l'aborder la gouvernance à long terme sous un angle particulier. C'est vous parler plutôt des défis qu'on va rencontrer, alors qu'on soit expert géologue en la matière, expert en sciences humaines et sociales, inclus de près ou de loin, proche de la NAGRA, proche de l'ONDRAF ou des gestionnaires à long terme, qu'on soit public, qu'on se sente concerné ou non par cette thématique, ou qu'on soit décideur politique, et ce, peu importe le niveau de pouvoir. Donc ça va aussi inclure les générations futures, mais vous allez voir que je prends un cadrage un peu particulier et un peu différent. Alors pourquoi ces défis pourquoi est-ce que je vais vous parler de ceux-là et pas d'autres? Finalement, j'ai l'impression que c'est des défis qui sont observés, et ce de manière récurrente quand on réfléchit en matière de gouvernance de gestion à long terme des déchets. Ce qui est intéressant, c'est que ces défis, chaque pays nucléarisé, chaque culture participative, lorsqu'elle existe, a une manière différente d'y répondre. Donc les réponses à ces différents défis diffèrent. Alors finalement, comment penser un modèle de gouvernance à long terme? Pour parler de la justice intergénérationnelle, j'aime bien cette question de ce philosophe australien. C'est « Sommes-nous de bons ancêtres ?» Alors cette question, elle est intéressante à deux égards, parce que d'une part, elle permet d'introduire une notion de responsabilité
prospective, donc on cherche à prendre en compte les effets du futur de nos actions aujourd'hui. Mais ce que j'aime aussi avec cette notion d'ancêtre, c'est que finalement, on est un peu la génération future de nos prédécesseurs. Donc, a priori, on devrait avoir quelque chose aussi d'intéressant à dire ou à réfléchir sur ce sujet. Alors, quels sont ces 5 défis dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui ? Alors, ils vont toucher finalement toute une série de questions qui sont ultra concrètes et ultra challengeantes. La première, c'est comment on prend en considération, est-ce qu'on prend seulement en considération l'histoire longue du nucléaire ? Le deuxième défi, c'est comment cadrer le problème, comment aborder l'objet nucléaire. La troisième question est plutôt associée à comment créer une volonté ou un intérêt de se saisir de ces questions. La quatrième question est associée aux 2 derniers défis, finalement, c'est quand l'intérêt est là, quand les préoccupations sont bien présentes, qu'est-ce qui nous rassemble collectivement ou qu'est-ce qui s'impose, qu'est-ce qui tend à s'imposer à nous ? Donc on verra que une des suggestions, mais je suis évidemment je serai heureuse d'en débattre avec vous, c'est pour moi un point de départ, une clé de voûte fondamentale, c'est ce processus décisionnel qui est ce qui nous rassemble et ce sur quoi nous avons une prise directe aujourd'hui. Et puis nous reviendrons presque en guise de conclusion sur ce que j'appelle les principes d'expérimentation. Finalement, on est en train de vivre un projet un peu unique. Commençons par le premier défi. Alors, le premier défi, il vise à répondre à la question « Comment prenons-nous en considération l'histoire longue du nucléaire ?» Alors, il y a un paradoxe. Alors, on a vu une présentation ce matin très claire sur le démantèlement qui a déjà commencé dans certains pays du monde, mais en Belgique, le démantèlement, c'est prévu à partir de 2025, en principe. Donc, ici, on n'a pas encore commencé à démanteler, mais en même temps, l'histoire du nucléaire, elle s'est faite d'une accumulation de micro-décisions qui sont importantes à considérer quand on a envie d'envisager les futurs du démantèlement. Donc, avec ça, pour moi, il y a un double message ici qui est important à avoir en tête. C'est finalement le double héritage que nous avons acquis en tant que génération future de nos prédécesseurs. C'est qu'il y a le choix des décisions passées qui importent, qui s'imposent à nous, sur lesquelles on n'a pas de prise. Par exemple, en Belgique, c'est le choix de se lancer dans la production d'énergie nucléaire, le choix politique encore de prolonger des réacteurs, ou en 2003, toujours en Belgique, de sortir du nucléaire sous forme de conditions. Donc ces décisions passées, on n'a pas de prise dessus. La deuxième chose de laquelle on hérite, c'est l'accumulation des connaissances scientifiques, mais parfois de manière inégale. On l'a vu ce matin, on en a beaucoup discuté avec les géologues, il y a une histoire longue en matière de recherche de solutions techniques. Mais sur le plan des sciences humaines et sociales, on en a aussi parlé ce matin, finalement, les sciences humaines et sociales sont arrivées un peu tardivement dans le débat. On s'est préoccupé assez tard du rôle du citoyen et de la manière de l'impliquer sur ces thématiques. Donc, double héritage, choix des décisions passées, accumulation de connaissances scientifiques, mais finalement, quelles conséquences est-ce que ça a sur nous et les générations futures ? 2 choses, selon moi. Le premier, c'est qui dit héritage dit aussi, de manière un peu jargonnante pour les politologues et les sociologues, dépendance au sentier. Qu'on le veuille ou non, certaines micro-décisions ont fermé des possibles. Et je crois qu'on en a bien aussi discuté ce matin. C'est que l'accumulation de connaissances scientifiques, par exemple en Belgique, s'étudie et se focalise principalement sur une option en particulier, le dépôt géologique, et ce depuis 1974. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est London Science, la science qui n'a pas été réalisée. Donc ces micro-décisions ont impliqué ou ferment les possibles qui rendent aussi difficile pour nous qui héritons de ces micro-décisions, qui nous empêchent d'avoir des prises et de réouvrir les possibles. Alors, face à ce passé, mais comment et quand décider ? C'est un peu une question qui est à la fois difficile et facile. Alors, en Belgique, on n'aime vraiment pas décider sur ce sujet. Ça fait maintenant plusieurs déclarations gouvernementales successives qu'on s'engage à prendre une décision, mais qu'on n'en prend surtout pas. Donc à l'heure actuelle, concernant le sort des déchets hautement radioactifs,
On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On n'a pas encore pris même de décision de principe sur une option à conceptualiser ou opérationnaliser. Mais en France, ils sont passés par exemple par des étapes intermédiaires. Donc on a eu une phase où on a décidé de ne pas décider tout de suite. C'est ce que Yannick Barth a mis en évidence dans ses analyses. Yannick Barth a mis en évidence quoi? Que face à des oppositions locales très fortes, parfois une forme de décision légitime, c'est d'attendre avant de fermer complètement tous les possibles. Attendre, mais pas n'importe comment, en développant en parallèle des programmes de recherche R&D, qu'ils soient sociaux ou techniques, qui, de nouveau, étudient les possibilités qui existent. On a aussi une exception dans la communauté nucléaire, c'est le cas des Pays-Bas, où on choisit de postposer cette décision et de se laisser un siècle de réflexion avant de décider. Donc vous voyez, il n'y a pas de réponse unique à ce premier défi, mais je crois que c'est aussi important de le mentionner. Peu importe la situation, la casquette que l'on porte, qu'on soit expert public ou représentant politique, on ne peut pas démarrer d'une page blanche. Ce n'est pas possible. Donc, la rétrospective, je suis d'accord avec vous, est vraiment cruciale à prendre en considération. Le deuxième défi, il répond à la question mais finalement, comment est-ce qu'on doit cadrer le problème? Quel est finalement le problème à gérer ou l'objet à gérer? Alors, j'aime beaucoup, moi, cette notion de commun négatif. Le commun négatif, c'est quelque chose qui a été développé par Bonnet et ses collègues. Et comment est-ce qu'ils le définissent? C'est finalement une ressource, tous les mots sont importants, ressource matérielle ou immatérielle, négative, à savoir jugée indésirable, avec lequel il faut pouvoir composer. Et ça rejoint souvent le discours des gestionnaires de déchets. Les déchets sont là et il faut bien les gérer. Donc, un commun négatif. Le choix des mots n'est pas anodin, mais le défi, c'est pas seulement de reconnaître ce qu'est le commun négatif, c'est aussi de le rendre visible. Mais comment on le rend visible, ce commun négatif? Et ça, à nouveau, les gens y apportent des réponses différentes. Donc, il y a les effets de cadrage qui sont vraiment très importants quand on pense à la gouvernance à long terme des déchets radioactifs. Le premier cadrage, et là encore une fois, les gens ne sont pas d'accord entre eux, c'est est-ce qu'on parle d'abord du problème ou est-ce qu'on parle des solutions en premier? Si on parle du problème en premier, mais finalement, quel est le problème? Ces déchets qui sont déjà là? Ou est-ce qu'on inclut le problème sur la production d'énergie en tant que telle? Cadrer le problème de l'un ou de l'autre change fondamentalement la manière dont on s'apprête à y répondre. Ça exclut aussi certains publics qui refusent d'intervenir dans les débats si on scinde automatiquement le problème en deux. Est-ce qu'on, ça c'est une réflexion plus récente, même si ça fait 30 ans que vous en parliez en cours, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on parle de la gestion des déchets? Est-ce qu'on parle de la production d'énergie nucléaire dans le cadre du réchauffement climatique? Encore une fois, effet de cadrage qui a des conséquences importantes sur la manière de répondre au problème qui est posé. Et puis il y a ceux, et souvent sont associés au domaine de l'ingénierie, c'est une série d'ingénieurs qui parlent surtout et avant tout des solutions proposées pour gérer le problème. Ils vont dire « Oh, mais le problème, la définition du problème, ça c'est vraiment une question politique. » Nous, on est ici pour apporter des solutions très concrètes et très techniques. Mais de nouveau, de quel type de solutions doit-on parler? Parle-t-on des solutions de manière rétrospective, toutes celles qui ont été testées, invalidées et puis rejetées? Ou envisage-t-on, comme on en a parlé dans la discussion, quelque chose de plus ambitieux, ces solutions potentiellement innovantes, qui n'existent pas encore, mais qui pourraient peut-être un jour advenir? Donc, à nouveau, visibiliser un commun négatif sur papier, ça a l'air simple, mais c'est quand même un sacré défi compte tenu des effets de cadrage à ce point important qui existent sur le sujet. Troisième défi, comment créer un intérêt ou une volonté de se saisir de la question? Alors,
Ici encore, je crois qu'une auteure est particulièrement intéressante à mentionner sur ces sujets, c'est Puig de la Bella Casa, qui met en évidence le concept de matter of care. Ce qui est intéressant avec cette intervention, c'est qu'elle va vous dire, attention, la gestion et la gouvernance à long terme des déchets radioactifs, ce n'est pas juste une question d'alignement des faits, de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas. C'est aussi et d'abord une question d'intérêt, de préoccupation, mais de matter of concern. Les deux sont intimement liés. Donc la manière dont on se préoccupe de l'objet nous amène à proposer des faits ou à cadrer le problème ou à proposer des solutions qui sont différentes. Mais Puig de la Bella Casa, elle va plus loin. Elle a envie d'introduire la notion de soin. Et là, ici, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser dans les années à venir avec cette notion de soin. Qu'est-ce que ça change finalement de parler de notion de soin plutôt que d'alignement des faits ou d'alignement de préoccupation? D'abord, cette notion de soin, elle est plus forte affectivement parlant. On y tient, on y est beaucoup plus attaché. Il y a une connotation éthique, du coup, qui est beaucoup plus forte. Chaque choix moral ou technique ou politique est posé en mettant en balance une série d'enjeux qui sont distincts que quand on aligne simplement les faits. L'engagement aussi face à l'objet est beaucoup plus poussé. Ben oui, quand on est attaché, mais les critiques aussi. Parce que justement, quand on prend soin de cet objet, critique et préoccupation forment un engagement très fort. Donc ceux qui prennent soin développent un principe de responsabilité plus fort, je pense, que ceux qui alignent simplement des faits. Attention, l'auteure est quand même très prudente. Elle va nous dire, comme d'habitude, les intérêts se confrontent, les gens ne sont pas d'accord sur les effets de cadrage, c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas d'accord non plus sur la manière dont il faut prendre soin de ces objets indésirables. Elle ne propose pas d'arriver à un consensus sur le sujet. Elle dit que chacune des manières de prendre soin est précieuse et doit pouvoir coexister, parce que dans le fond, le but ultime, c'est de s'intéresser et de prendre soin de ces objets. Donc les faire coexister, et ça veut dire aussi, je pense aux discussions de ce matin, laisser la place à différents types de critiques, à alimenter aussi la culture du débat. On aura l'occasion de revenir sur la culture de l'erreur. Alors, quel est le quatrième défi? Finalement, donc, quand l'intérêt est là, malgré tous les positionnements différents, les effets de cadrage, les différentes manières de prendre soin, qu'est-ce qui nous rassemble? Ou qu'est-ce qui, si on n'a pas envie de se rassembler, s'impose un peu à nous? Alors ici encore, je crois que les sciences humaines et sociales vont rejoindre nos deux interlocuteurs de ce matin et assumer clairement qu'il faut maintenant pouvoir faire le deuil du fait qu'une solution parfaite n'existe pas. Et ça, c'est un postulat qui est parfois aussi difficile à entendre pour des ingénieurs qui travaillent sur un sujet ou une thématique, un bébé, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on met de côté toutes les recherches qui ont été menées depuis 40 ans? Non. Ça veut juste dire qu'il faut reconnaître que la version finale, opérationnalisable du résultat envisagé, dans la plupart des pays, c'est quand même le dépôt géologique qui est mentionné dans la communauté scientifique, c'est qu'au-delà de sa phase de conceptualisation, on a une vision qui est assez floue de comment ça va effectivement se mettre en place. Le meilleur exemple, c'est celui des Finlandais. Onkalo sont les plus avancés sur ce sujet, mais ils sont en phase de construction. Donc l'opérationnalisation n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc une fois encore, on est en train de se projeter sur des temps longs. Alors, si on peut plus si on manque de certitude par rapport à cette solution finale, ou en tout cas ce qu'elle sera de manière effective sur un site ou un lieu donné, comment est-ce qu'on fait face aux incertitudes? En fait, qu'est-ce qui fait du coup la légitimité de ce programme? Bien, une des réponses, je pense, je ne suis pas la seule d'ailleurs à le penser, c'est que la manière dont on décide, la manière dont on prend une décision, importe tout autant que la solution ou la décision prise. Donc la manière de délibérer
est aussi importante que ce sur quoi on délibère. Alors je voudrais du coup souligner 2 sous-questions associées à ça. C'est comment est-ce qu'on fait participer finalement, qui, avec quels moyens, et sur quoi on participe. Et le sur quoi on participe, je ne voudrais pas qu'on se méprenne avec ce défi en se disant « Ok, on va laisser aux politologues et aux sociologues le processus décisionnel, et puis on va laisser aux géologues et aux autres experts scientifiques tout ce qui concerne la solution technique. » Non, non, non. Ici, c'est vraiment de considérer que les deux sont intimement liés et continuent de s'alimenter l'un l'autre. Ça veut dire aussi, comme l'a dit Brian Wynne, pour le dire encore autrement, que quand il n'y a pas d'alternative qui est proposée, ou quand on n'est même pas capable d'envisager les imaginer ou de les prendre au sérieux, l'organisation d'exercices participatifs, c'est un peu hors de propos. Autrement dit, personne n'aime être mis devant le fait accompli. S'il n'y a plus rien à décider, les gens n'ont pas envie de se mettre autour d'une table pour en discuter. Alors, comment finalement faire participer ? La réponse est un peu simple, vous l'aurez compris, mais je crois qu'il faut quand même pouvoir le dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution unique. Donc ici encore, ça dépendra toujours de la culture participative, lorsqu'elle existe, du pays. Autrement dit, quand on est en Suisse, je crois que vous êtes relativement attaché au droit de veto, mais ce n'est pas du tout la même culture que la culture belge. Alors, qu'est-ce que les Belges, récemment interrogés dans une enquête réalisée par l'Université de Liège, en pensent ? Finalement, eux, la codécision, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais par contre, ils considèrent que déjà recevoir une information de qualité, ce serait le minimum. Et ils n'ont pas toujours le sentiment que c'est exactement ce qu'ils obtiennent. Recevoir une information de qualité, mais surtout, être capable d'envisager une participation progressive. On ne participe pas tout le temps de la même manière en fonction des étapes qui font l'objet d'un processus de décision. Donc ces formes de participation, on doit être aussi créatif que ce qu'on essaye de l'être sur le point de vue technique. Ça veut dire qu'on doit pouvoir cumuler, adapter ces formes et ces mécanismes de décision suivant l'évolution du processus décisionnel. On doit aussi prendre en considération ceux qui ne veulent pas participer ou ceux qui refusent explicitement de le faire. Parce que la critique non invitée qui refuse de participer par les moyens institutionnels qui sont donnés est aussi une forme de critique qui de nouveau permet de prendre soin de l'objet donné. C'est juste qu'ils utilisent un moyen qui n'est pas identique à ceux proposés par l'organisme de déchets radioactifs, je pense notamment ici en Belgique. Je crois que c'est aussi important, et on en a un peu discuté, on l'a un peu abordé, il faut aussi pouvoir dire, en tant que décideur politique, producteur de déchets amené à faire ces micro- ou macro-décisions, ou autorité politique, il faut aussi pouvoir justifier pourquoi, malgré le fait qu'on ait entendu des demandes diamétralement opposées, on choisit de s'écarter d'une suggestion issue de différents types de parties prenantes. Autrement dit, un peu comme on le fait dans un processus scientifique classique, pouvoir justifier en toute transparence des choix qui ont été posés est aussi un essentiel. Enfin, et là, c'est la possibilité de prendre en considération ces générations futures. Les Belges interrogés, 242, donc ce n'est pas l'entièreté de la population belge, je crois que c'est important de le préciser, pensent aussi que la manière de délibérer doit être évaluée régulièrement. Parce qu'il est possible qu'en fait, ce qui fonctionnait hier en matière de délibération ne fonctionne plus du tout demain. Parce qu'on n'évolue pas dans une société, mais des sociétés, compte tenu de la longévité de l'objet à gérer. Alors finalement, quand l'intérêt est là, ou quand le désintérêt est finalement constant, mais qu'est-ce qui va malgré tout s'imposer à nous ? Et là, je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire avec le principe de la culture de l'erreur. Je crois qu'il est important d'assumer dès le départ que ce programme de gestion à long terme est expérimental. Et j'ai trouvé la présentation sur le démantèlement étape par étape de ce matin absolument fascinant à cet égard. Donc c'est montrer à quel point, en fait, en le faisant, on se rend compte qu'il y a des inattendus, il y a des surprises, des choses qu'on n'avait pas prises en considération. Quand on dit le programme est expérimental, on va même plus loin, c'est une expérimentation à ciel ouvert.
Donc on n'est pas dans un confinement de laboratoire où celui qui est en charge de gérer l'expérience, souvent l'opérateur ou le gestionnaire à long terme des déchets, maîtrise toutes les variables. Je crois que la caractéristique principale ici qui nous intéresse, c'est justement d'assumer qu'on a moins de contrôle sur ce qui est en train de se dérouler. Donc on fait face à des incertitudes qui ont parfois des effets irréversibles beaucoup plus importants que quand on est dans une logique confinée du laboratoire. Alors on pourrait terminer et se dire, bon, tout ça, finalement, si ce caractère expérimental s'impose à nous, mais quelle prise est-ce qu'on peut encore avoir, nous? Mais je pense qu'une des pistes à explorer est celle de moi, ce que j'ai appelé une attitude expérimentale ouverte, mais qui en fait a plein de points communs avec cette approche de la culture de l'erreur. Donc c'est considérer que face à l'impossibilité de connaître avec exactitude à quoi ce que va être le résultat final, c'est le processus, la manière de fonctionner étape par étape qui doit faire l'objet d'une focale en particulier. Il faut accepter les surprises et surtout être capable d'adapter le protocole en conséquence. Et c'est là où nos deux présentations de ce matin se rejoignent. Ça veut dire qu'en fait, on apprend en le faisant. Mais ce serait quand même intéressant que quelqu'un recense bien de manière régulière toutes les surprises, toutes les micro-erreurs, parce qu'il en arrive, comme dans toute expérience qui arrive, et comment on a fait pour les surmonter, ou comment, au contraire, on n'a pas pu les surmonter. C'est aussi assumer que les conflits, comme les événements inattendus, font partie du quotidien. Autrement dit, on n'arrivera jamais à trouver un consensus sur la manière de fonctionner pays par pays pour trouver ce site de dépôt. Le conflit fait partie intégrante de ce type de processus, les tensions existent et on ne pourra pas y échapper. Alors finalement, qu'en conclure? Est-ce qu'on est, nous, de bons ancêtres au regard des quelques exemples qui ont été donnés? Alors évidemment, je vais choisir l'option de la fuite et vous dire, et faire en fait l'effet miroir, faire rebondir cette question à l'Assemblée, compte tenu du pays que vous étudiez principalement, du pays qui vous habite ou que vous habitez, ou des expériences que vous avez accumulées. La comparaison des choix opérés, on a donné quelques exemples, le cas finlandais, la France, le Canada, on pourra en discuter plus longuement durant la présentation, mais c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule manière de procéder. Et donc, celle-ci n'est jamais fixe et fixée une fois pour toutes. Finalement, par effet miroir, j'ai envie de vous poser une série de questions, compte tenu des défis qui ont été mentionnés ici dans cette courte présentation. Ces questions, vous pouvez vous en servir en tant qu'expert, en tant que citoyen, en tant que représentant d'une administration compétente sur le sujet, ou en tant que producteur de déchets, et surtout amener un point de départ d'un dialogue. C'est quels sont les éléments de l'histoire qui comptent pour vous et qui façonnent les prochaines étapes du problème. La deuxième question, c'est est-ce que le cadrage du problème, est-ce qu'il est suffisamment inclusif? Qui est-ce qu'on perd dans le processus quand on cadre le problème de telle ou telle manière? Jusqu'à quel point est-ce que vous vous sentez engagé dans la gestion? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser le terme « prendre soin » des déchets, ce commun négatif indésirable? Et à quelles conditions? Et enfin, de quelle manière vous désirez délibérer de cette question, en débattre? Peut-être que vous désirez ne pas en débattre. Et c'est aussi, en soi, une information pertinente. Mais je crois que, quoi qu'il arrive, face à la possibilité de contrôler toutes les variables associées à une solution, quelle qu'elle soit, les responsabilités, la production de connaissances et les compromis doivent être partagés collectivement. Parce qu'une chose est sûre, c'est que les risques, aux effets potentiellement irréversibles, et les responsabilités financières, je suis sûre que nous allons en parler dans quelques minutes, seront de fait un bien commun. Je vous remercie pour votre attention. Danke herzlich, Céline Pachot. Spannende Geschichte über diesen Prozess, eben diese radioaktiven Abfälle zu entsorgen. Sie können gleich wieder alles fragen, was Sie fragen wollen. Sie haben
gesagt, das Beispiel Finnland ist ein sehr gutes Beispiel, oder? Die bauen, wenn das so ist, das erste Endlager überhaupt. Die Bevölkerung steht dahinter. Also ganz konkret, was hat denn Finnland richtig gemacht in diesem Prozess? Alors, j'adore le cas finlandais. Il me passionne. Parce que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et il y a vraiment quelque chose de fascinant, je crois, aussi avec la communauté d'ingénieurs que j'ai l'occasion de côtoyer, c'est qu'ils se disent « ce serait si bien si tout le monde était finlandais ». Mais en fait, en Finlande, il y a une culture de la participation, une confiance vis-à-vis des institutions qui est vraiment unique et exceptionnelle. Et quand en fait ils viennent partager leur expérience au niveau européen, ils l'assument entièrement. Vous savez, nous, on est vraiment un cas exceptionnel. On fait vraiment confiance à tous nos experts. Autorités de sûreté, producteurs de déchets, ces gens travaillent bien. Ils ont envie de nous faire participer, ça ne nous intéresse pas. On leur fait confiance. Mais je crois que très vite, en sciences humaines et sociales, on s'est accordé sur le fait que c'est l'exception qui confirme la règle, parce que, en fait, dans à peu près tous les autres pays du monde, c'est la contestation qui prime. Et donc, les gens ont envie de s'exprimer sur le sujet, et ils le font savoir, ils se font entendre. Also Sie sagen, Vertrauen ist eine wichtige Sache in die Regierung, aber es gibt ja auch den Vorteil, dass die das Endlager jetzt dort bauen, wo schon die Atomkraftwerke stehen. Also dass die Bevölkerung gesehen hat, dass die das hinkriegen mit den Atomkraftwerken, dann werden die das auch hinkriegen mit dem Endlager. Also kann man sagen, je näher die Menschen schon bei dieser Technologie sind, desto höher ist die Akzeptanz. Will heißen, dann müsste man so nah wie möglich an einem AKW ein Endlager bauen. Alors, je crois que la question du processus de siting, comme on l'appelle un peu dans le jargon, de nouveau, elle dépend fort d'un pays à un autre. On en a parlé tout à l'heure avec le démantèlement d'une centrale, finalement qui semble, si j'ai bien compris, assez peu intéresser les habitants qui vivent autour de la centrale. C'est clair que la culture de la sûreté et le rapport qu'on a à l'objet nucléaire diffèrent selon qu'on habite à côté d'une centrale où le risque, en fait, est connu et risque auquel on s'habitue et potentiellement d'autres zones. Je dis ça, mais je suis assez précautionneuse parce que, de nouveau, j'ai envie que vous regardiez cette gouvernance à long terme de manière complexe. Si on prend le cas, par exemple, du Canada, quand on a fait appel à des communautés, des collectivités volontaires sur le sujet, 22 d'entre elles se sont portées candidates et il y a une partie qui concerne le nord de l'Ontario, province la plus nucléarisée, mais qui ne porte pas ou qui n'est pas ou peu concerné qui ne se sent pas ou peu concerné par ces centrales. Et en fait, le cadrage qu'ils portent, eux, par exemple, à cet objet, c'est plutôt de se dire « Ah, en fait, toute notre vie, on nous a imposé de grands projets industrialisés, et ici, pour une fois, on nous demande notre avis, on était inclus dès le départ. Pour nous, c'est un projet industriel comme un autre, avec le luxe qu'on soit... entre guillemets, inclus à chaque étape du processus. Donc, dans le nord de l'Ontario, ils ont une culture de la sûreté qui n'est pas en proximité directe avec l'implantation de centrales. Donc, je crois qu'à nouveau, ça dépend d'un pays ou à un autre. Même chose ici à Bure. A priori, on se dit, tiens, on a choisi en France un lieu qui est assez éloigné de la plantation existante de centrales, mais je crois qu'il faut regarder le temps long du processus décisionnel. On peut en parler si vous voulez, mais j'imagine que la réponse serait beaucoup trop longue. Mais au départ, Bure n'avait pas voté pour le dépôt géologique tel qu'il est mis en place à l'heure actuelle. Au niveau local, ils avaient surtout validé l'option du laboratoire de recherche, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous me suivez? Es gibt ja, wir haben die Herren Buser und Wildi gehört, wir haben den Protest auch in Wellenberg gesehen gegen dieses Endlager, das da in den 80er Jahren hätte entstehen sollen. Kennen Sie
so die Governance ein bisschen in der Schweiz? Also Wildi und Buser haben gesagt, da ist die Rollenteilung nicht ideal, also da sind alle ein bisschen verfilzt und wenn ich das richtig interpretiere, der eine schaut dem anderen nicht so richtig auf die Finger. Und das ist das Problem, dass dann eben dieses Vertrauen nicht da ist, was da eigentlich läuft, oder? Oder wie beurteilen Sie diese Governance in der Schweiz? Kennen Sie sich da ein bisschen aus? Von außen, wie läuft das bei uns? Alors, la Suisse n'a pas été un des cas d'études que j'ai privilégié pendant les 10 dernières années. Je me suis beaucoup focalisée sur la Belgique, la France et le Canada. Mais la lecture des articles scientifiques qui portent sur le cas suisse ont quelque chose de fascinant et en même temps de absolument rien d'étonnant en comparaison de ce qui se passe dans les autres pays du monde, à savoir que quand on prend en considération les publics, c'est souvent parce qu'ils se sont fait entendre. Ils se sont fait entendre très fortement, donc il y a eu des oppositions locales situées, parfois très violentes, qui peuvent amener à un blocage complet sur un site d'une situation. Ça, c'est le premier point commun. Et ce qu'ils ont tous en commun, et je crois qu'on l'a bien dit aussi ce matin, c'est que la culture participative n'allait pas du tout de soi dans le domaine du nucléaire à une époque. Donc, on se disait, les ingénieurs vont trouver des solutions techniques, et c'est en bon ingénieur que la plupart d'entre eux sont aussi arrivés sur site en disant « Voilà, vous faites partie des sites dont les sous-sols sont vraiment les plus intéressants à étudier. On vient faire quelques carottages et puis on viendra vers vous pour la suite. » Et puis les gens réalisent en fait que c'est leur territoire qui est un peu colonisé par un ingénieur souvent bien éloigné du site associé à l'étude. Et je crois que ça a été une surprise à la fois pour les citoyens et pour l'ingénieur qui travaillait ou les ingénieurs qui travaillaient aux caractérisations du site, de voir ces oppositions extrêmes. Donc la mise à l'agenda de la participation publique, à peu près dans tous les pays du monde, est associée à des oppositions locales situées très fortes, qui forcent le gestionnaire de déchets ou l'opérateur à revoir la manière d'envisager son modèle de gouvernance. Mais le modèle de gouvernance initial était à peu près dans tous les autres pays du monde absolument technocratique. Donc en soi, la Suisse ne fait pas du tout l'objet d'une exception. Ce que j'aime avec le cas suisse, c'est qu'il est aussi proche du cas belge. Il est proche du cas belge parce que nous aussi, on a une espèce de petit millefeuille institutionnel entre le fédéral, les régions, la province, le local, etc. On ne met pas en place des consultations populaires et on n'a pas la politique du référendum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue l'un de l'autre. Mais on va faire face exactement au même défi que vous. C'est quel est le niveau de pouvoir qui doit avoir le pouvoir du dernier mot sur la solution finale à valider. Donc, en Belgique, la situation, donc la compétence nucléaire est une compétence fédérale. Donc, on est au niveau. Mais par contre, la région, elle est maître sur le territoire qu'elle possède. Sauf que l'opérationnalisation d'un site, ça se situe sur un lieu qui est toujours précis. Et ce qui est intéressant ici, avec la proposition suggérée par le gestionnaire de déchets belge, c'est que les types de sous-sol ne sont pas homogènes et ne tiennent pas compte de nos frontières politiques. Donc, ils ont une tendance à, ici, dans le cas présent, donc ce qui est étudié depuis 1974 en Belgique, c'est associé à un sous-sol qu'on appelle l'argile de Baume, et puis dans une moindre mesure, maintenant, ils essayent d'étudier l'argile de Ypres, mais elle a pour caractéristique commune de se trouver exclusivement du côté de la région flamande. Donc, à nouveau ici, je crois qu'il y a un parallèle à faire avec la Suisse, c'est les types de sous-sol se concentrent sur certains territoires ou en excluent d'autres. Et ça aussi, c'est un challenge pour savoir qui a le pouvoir de décision ultime dans ce genre de décision. Und beaucoup de points communs quand même. Ich komme gleich. Ich habe noch eine Frage. Kann man eigentlich Corona als Parallele beiziehen? Man könnte, also ein bisschen provokativ gesagt, man könnte ja sagen, wir schalten die Demokratie aus.
hat man ja gemacht, auch in der Schweiz gab diesen Shutdown, man hat den Leuten gesagt, ihr arbeitet nicht mehr, ihr bleibt zu Hause, die Schulen gehen zu. Könnte man das auch so tun beim Endlager und einfach sagen, wir haben den Standort, da wird das Ding gebaut, ihr könnt jetzt Aufstände machen, so viel ihr wollt, wir bestimmen das. Und dann macht man hohe Zäune, dass da keine Steine fliegen und dann geht's los. Alors, question provocante, assurément. Je crois que, enfin, oui, je ne sais pas si on pourrait envisager de le faire sous un mode dictatorial. Je pense qu'il ne vaut mieux pas et que ça va vraiment à l'encontre à la fois de la présentation qu'on a eue ce matin ou du message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est qu'en fait, si vous vous demandez pourquoi on postpose tout le temps la mise en place d'un dépôt géologique, c'est souvent associé au fait que sur site, on n'a pas de soutien au niveau local, que ce soit des publics concernés, publics affectés, selon le positionnement qu'on a, des autorités politiques locales, régionales. Donc, sans ces soutiens, dans des institutions qui sont encore démocratiques et où la voix de chacun compte de manière égale, je crois que c'est important de considérer justement qu'on n'y arrivera pas sans des gens qui, a priori, de la part de certains experts, sont considérés comme des novices ou inutiles à la décision ou à la construction de la décision. Je crois que la manière dont on inclut les publics qui sont concernés, et qu'il faut voir ça de manière le plus large possible, évidemment, est très important à prendre en considération. Donc moi, je ne serais pas du tout en faveur d'une imposition très rude, parce qu'en fait, les gens sur site, et c'est exactement ce qui s'est passé en France dans les années 89, si mon souvenir est bon, en fait, ils accueillent les ingénieurs à la fourche. Et je veux dire, c'est des combats sur site. Ça s'appelle des ZAD aussi, des zones à défendre, où des gens viennent occuper un territoire, et parfois dans des moments violents très forts. Donc, en fait, on peut l'imposer dans une one way, mais on va perdre des plumes, quoi. Quand je dis on, c'est la société, en ce compris le producteur, l'industriel et la démocratie par la même occasion. Donc non, vaut mieux pas. Dankeschön. Jetzt bitte Ihre Frage. Wir brauchen noch das Mikrofon, genau dort hinten rechts. Es kommt. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn ich das richtig verstehe, ist Ihr Vorschlag, mit diesem gemeinsamen negativen Erbe so umzugehen, dass man durch Partizipation einen Konsens herstellt, was man damit anfangen soll. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das auch wissen, in der Schweiz hier hat man einen ganz speziellen Ansatz da vorgesehen für die Entsorgung. Bis vor kurzem war in der Finanzplanung der Betreiber ein Betrag von 800 Millionen vorgesehen, um an die Standortgemeinden zu zahlen, die dann ausgewählt werden. In der letzten Fassung hat sich das reduziert auf 400 Millionen Franken. Also anscheinend ist die Idee, dass man den Konsensus billiger kriegen soll. Aber im Prinzip versucht man sich Zustimmung zu erkaufen. Ja? Und die Steuerautonomie in der Schweiz bedeutet, dass diese Gemeinden auf einmal die Steuern senken können und gleichzeitig Schwimmbäder und was weiß ich noch alles bauen können. Also es ist, wenn man es zynisch ausdrückt, eine Art von Bestechungsversuch. Ja? Ich gehe davon aus, dass die Betreiber und die Politik in der Schweiz das Gefühl haben, das wird funktionieren und das wird nicht wieder passieren, was in Wellenberg passiert ist. Aber ist Ihre Einschätzung, dass das ein gangbarer Weg ist? Kann man sich die Zustimmung auch erkaufen? Alors, merci. Je trouve que c'est vraiment une question effectivement qui est passionnante et qui revient souvent dans des associations, des positionnements dans les discours des mouvements plutôt anti-nucléaires. Donc c'est une critique ouvertement dirigée vers des communes qui pourraient se sentir potentiellement ou volontairement concernées. Je crois que les compensations financières, c'est vraiment ce que le gouvernement au niveau fédéral ou à d'autres niveaux de pouvoir, j'imagine en Suisse, aimerait voir advenir, mais en fait ça ne fonctionne pas. Donc les compensations financières, elles sont nécessaires, elles sont importantes parce qu'il est clair que celui qui subit tous les coûts associés à la mise en place d'une nouvelle infrastructure doit aussi pouvoir récolter une compensation associée au fait qu'il subit des coûts associés à une installation mise en place. Mais pour moi, c'est un critère de légitimité parmi d'autres. En fait, s'il est effectivement le seul et l'unique,
il ne fonctionnera pas et il sera très mal interprété effectivement par les gens qui reçoivent cette proposition parce que c'est extrêmement réducteur de ce qui fait la légitimité d'un programme ou d'une manière de décider. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, je voulais revenir sur le rôle du consensus. Moi, je ne crois pas du tout que le programme de gestion, quel qu'il soit, que ce soit belge, suisse ou ailleurs dans le monde, va faire l'objet d'un consensus où tout le monde va se donner la main joyeusement et se dire c'est super ce qu'on a fait, continuons encore et encore. Je crois que non, ça va automatiquement faire l'objet de tensions, de conflits qu'il faut en fait pouvoir cultiver. Je vais vous donner un exemple. Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Le processus est très inclusif. Donc le processus est très inclusif, très transparent. Le gestionnaire de déchets se rend disponible pour les collectivités locales à la moindre de leurs demandes. Donc la transparence est totale, à la fois sur les documents qui sont mis à disposition, sur la manière de faire participer les publics. S'ils ont des idées, on les met en œuvre. Ils ont un soutien financier pour le faire, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe concrètement et qu'est-ce que j'ai observé finalement quand j'ai été là-bas? C'est que ça a pour but, ces mécanismes-là, de réifier une forme de confiance qui fait que c'est aussi associé à une forme de déresponsabilisation. Genre un peu se dire, tiens, en fait, comme tout est disponible, s'ils avaient des choses à cacher, par exemple, voilà, là, on devrait se méfier. Donc, vous voyez, ça a créé une forme d'apathie dans le public qui reçoit cette information parce que la transparence à l'extrême, être surchargé d'informations en permanence, fait que les gens ne prennent plus le temps de se saisir de cette communication. Mais à l'inverse, on a le cas en France où on se dit « Oh là là, la France, ça ne marche pas du tout, c'est vraiment le contre-exemple, les tensions sont extrêmes, particulièrement à Bure, etc. » Ce que j'aime avec le cas français, c'est que ces tensions-là, elles sont aussi productrices d'autres savoirs. En fait, elles forcent les autorités de sûreté nucléaire, elles forcent le producteur de déchets à se poser des questions soit qui les dérangent, ou soit qui n'avaient simplement pas envisagé au départ. Un petit cas, on en a parlé le matin, c'est par exemple le potentiel géothermique qui se situait en dessous de Bure. Tiens, est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'il y a des ressources à exploiter en sous-sol? Ce n'était pas une question qui était mise à l'agenda de manière spontanée par le gestionnaire de déchets, mais qui a été mise à l'agenda par une série d'opposants à ce projet. Leur autre combat maintenant, par exemple, parce qu'il y a une méfiance et parce qu'ils se disent qu'il faut qu'on maintienne une forme de vigilance constante, c'est de se dire on veut la mise en place d'un suivi sanitaire régulier sur le site. À défaut de ne plus pouvoir avoir un pouvoir sur dépôt géologique ou pas de dépôt géologique, on veut dépôt géologique à certaines conditions. Et les certaines conditions, c'est d'organiser le processus, le suivi environnemental et sanitaire du lieu sur des décennies. Voilà un élément qui n'était pas mis à l'ordre du jour pour l'ANDRA. Oui? Dankeschön. Oh, pardon. Also es kann, wenn ich das richtig verstehe, kann es ein zu viel an Informationen geben, weil man wird dann zugedeckt und irgendwie apathisch und denkt, ja, die machen das schon richtig und geben uns ja alles weiter. Und es kann ein zu wenig an Infos geben, weil dann das Vertrauen nicht gebildet werden kann. Alors, j'ai pas dit, voilà, ce sont des cas, des cas étudiés qui révèlent d'une situation. Je n'irai pas à un potentiel de généralisation. Je dis juste que souvent les citoyens sont en demande d'une série d'informations, donc ils sont en demande de plus d'informations, d'une totale transparence sur les décisions qui sont prises. Et puis on se rend compte que quand la transparence est totale, encore faut-il être capable de lire, de déchiffrer l'information. Et au Canada, l'autorité de sûreté nucléaire publie absolument tout. Elle fait des podcasts pour envisager une communication plus large des résultats. La vérité, c'est que ceux qui suivent ces podcasts, c'est d'abord des experts du nucléaire qui sont capables de déchiffrer des dossiers de sûreté ultra complexes qui comportent 15 000 pages. Il faut en avoir envie, hein, l'après-midi ou en rentrant du boulot, de se dire, tiens, je vais maintenant aller déchiffrer un dossier de sûreté nucléaire pour voir ce que j'en pense. Voyez. Walter Wildi, bitte schön. Oui, alors, merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait longtemps que je n'ai pas appris autant en si peu de temps. Non, ma question, elle concerne un autre aspect. Les risques ici, les risques, les risques et dangers issus d'un dépôt sont en fait des risques et dangers essentiellement à long terme. Bon, on peut dire qu'il y a des risques de construction, etc. Et
comment traitez-vous cet aspect et comment pensez-vous que les populations traitent de cet aspect dans leur appréciation du projet? Le long ou le très long terme? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, merci pour cette question. Je la trouve fascinante et puis alors je vais répondre de manière un peu provocante. J'espère que vous me pardonnerez, hein. En fait, j'ai l'impression que la question que vous venez de poser, c'est une question de fait, a matter of fact. C'est que vous venez de faire une présentation qui souligne à quel point, quand on parle de ce type de déchets-là, les temps de gestion sont sur des échelles de temps faramineuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le citoyen, le public, le représentant politique a une vision particulière de l'objet. Et peut-être qu'en fait, il ne va jamais parler de cette option de très très long terme. Parce que ce qui le tracasse, c'est le nouvel entreposage temporaire dont on dit que c'est de courte durée de vie, mais qui fait quand même 80 ans, qui est construit pour faire 80 ans. Alors ils se disent, mais attendez, 80 ans, excusez-moi, c'est le temps d'une vie, c'est hyper long. Donc ils sont, enfin, vous voyez la manière dont pour eux, le fait, c'est de se dire, 80 ans, c'est très long. Donc, ce qui est fascinant dans la mise en place de débats collectifs, c'est effectivement ces significations qui ne sont pas toujours partagées, ou dont on se dit, ok, si ça vous amuse de faire des modélisations sur des centaines de milliers d'années, allez-y, faites vos modèles statistiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va gérer la séparation de la Belgique si un jour elle advient. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait si les Flamands et les Wallons sont plus capables de s'entendre, par exemple? Comment est-ce qu'on fait si, dans la fédéralisation en Suisse, on va encore plus loin? Vous voyez, c'est des débats qui viennent challenger les considérations de matter of fact, qui en fait remodifient le cadrage et la manière de poser le problème. Je n'ai pas bien répondu à votre question, je le vois bien que vous êtes un peu frustré. Non, c'est formidable. Mon épouse, elle dit toujours, de toute façon, pour toi, tout ça, c'est du quaternaire et on n'arrivera jamais à s'entendre. Mais c'est vrai, oui, c'est probablement comme ça. Soll man eigentlich ich komme gleich, die jüngere Generation, die ja dann wir haben gesagt, 4, 5, 6, 7 Generationen werden sich damit beschäftigen müssen. Soll man denn in diesen Prozess gezielt auch die nächste Generation einbeziehen? Ganz gezielt, weil die ja die Ersten sind, die dann das Problem am Hals haben. Alors ça, c'est une question hyper importante parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nos experts, c'est une petite communauté de nucléaire et puis que nos experts deviennent un peu vieux. Je crois qu'ils en sont tout à fait conscients. Vous l'avez d'ailleurs mentionné sous forme de boutade, mais c'est tout à fait sérieux. Et le problème de la mémoire se pose déjà en Finlande pour des raisons absolument identiques. C'est que la transmission de savoir est difficile parce que quand on est jeune, génération, expert, ingénieur, c'est pas très sexy de démanteler une centrale ou de se lancer dans du radioactif quand en fait il n'y a plus moyen de construire une centrale nucléaire, peu importe, sauf peut-être à supposer en Chine. Donc je veux dire là c'est un débat sur comment faire en sorte que la jeune génération d'experts se sente concernée par le sujet et se sente concernée sur le long terme, c'est-à-dire acceptent de prendre soin jusqu'à leur retraite professionnelle de ce projet et pas de se dire dès que j'ai une opportunité de faire quelque chose qui est plus sexy, je m'en vais et tant pis pour le savoir accumulé et comment on le transmet. Ça c'est pour la gestion des générations d'experts, ingénieurs, les jeunes en devenir ou ceux qui vont bientôt apparaître. Mais je crois que la question aussi qui est posée est associée à comment est-ce qu'on fait pour associer les jeunes d'une manière générale. Je pense par exemple à ceux qui marchent pour le climat. Est-ce qu'il y a moyen de les faire venir Alors, je crois qu'il y a plein d'initiatives, de nouveau, de participation expérimentale qui essayent de se mettre en place. Je pense au niveau européen, au Serious Game, qui a été mis en place sur la gestion à long terme des déchets hautement radioactifs, et ça a été mis en place à l'initiative des régulateurs européens qui se disent, mais finalement, on va mettre autour de la table des gens qui ont des positions très opposées, et l'ont testé, et en France, par l'intermédiaire de l'IRSN, l'Institut
de sûreté, de radioprotection et de sûreté, pardon. Donc l'IRSN l'a mis en place et on l'a récemment mis en place aussi avec l'Université de Liège, pas plus tard que mai dernier, avec 80 étudiants de sciences politiques et d'ingénierie qui font face à une série d'incertitudes qu'on leur impose. Donc on ne fonctionne pas avec leurs certitudes, on ne fonctionne pas avec des faits, on fonctionne avec ce qu'on ne sait pas. Et sur le fait que personne ne viendra les aider. Et ça fonctionne pas mal. Mais ce sont des micro-initiatives, évidemment, qui mériteraient d'être étudiées, d'être expérimentées à plus large échelle pour voir aussi ce qu'elles produisent par ailleurs. Eine Frage bitte von Ihnen. Ja, wir haben von diesem finnischen Weg gehört und ich konnte selber dort die Olkiluoto das mal anschauen und war dann mit diesem Energieministerium von Finnland unterwegs. Und da kam eigentlich die geopolitische Lage noch rein. Also Finnland wollte nicht russischen Strom und Finnland weiß, dass in Schweden die AKWs abgestellt werden. Und dann kam plötzlich dieses Problem Angst um Strom, also nicht die Angst um die Atomkraft oder so weiter. Und der Einfluss, wenn ich mit diesen Leuten gesprochen habe, war höher als der Einfluss der Frage AKW nein oder ja. Eben die politische Unabhängigkeit. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je suis désolée, mais donc c'est l'interdépendance entre des pays sur une solution potentiellement partagée. C'est ça qui vous intéresse? Non, c'est pas ça. Nein, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass in Finnland der Punkt nicht ist, wir wollen unbedingt Atomstrom, sondern wir wollen unabhängig sein von Russland, von russischer Stromversorgung. Und darum ist die Akzeptanz für AKWs höher, wenn ich es richtig interpretiere. Die geopolitische Lage ist eigentlich das, dass mehr Druck gibt auf diese Endlagefrage. Also man will unabhängig sein. Ok. Ça, pour être honnête, je n'ai pas la réponse à la question que vous posez. Ces questions de géopolitique, elles sont hyper intéressantes, elles méritent d'être creusées. Je sais que du côté de la Slovénie et de la Croatie, ils partagent un passé commun, puisqu'ils partagent aussi l'électricité ensemble sur la production des centrales de leur pays réciproque. Et donc se pose la question, presque pour la première fois, est-il possible de créer un dépôt géologique partagé, une solution multinationale partagée? On avait posé cette question-là aux acteurs belges pour savoir ce qu'ils pensaient de ça. Est-ce que ça pouvait être un futur envisageable? Je crois que souvent, et là de nouveau, il ne faut pas se leurrer, si cette solution est envisagée, cette solution multinationale partagée est envisagée, c'est surtout parce qu'on se dit « ce ne sera pas chez moi, ce sera chez l'autre ». Donc je veux bien en payer, je veux bien mettre le financement nécessaire, faire en sorte de bien les conditionner, mais si vous pouviez les gérer, ce serait vraiment super. Alors il y a quand même une discussion qui tracasse beaucoup à la fois les Français. Alors les Finlandais, je ne sais pas, mais en tout cas les Français, ça les tracasse fort, c'est de se dire, il n'est pas question qu'on accueille les déchets des autres sur notre territoire. On va déjà essayer de gérer les nôtres et ce sera bien. Je voudrais juste rappeler, pour montrer aussi les limites, parce que c'est quand même important, du pouvoir aussi de la loi, du législatif, donc comment ça façonne aussi le programme de gestion. Il y a quand même un principe auquel on ne va pas échapper, c'est qu'on est quand même responsable des déchets qu'on produit sur son territoire. Donc ça, au niveau de l'Europe, le principe est clair. C'est qu'ils sont produits sur votre territoire, ce sont les vôtres. Alors, que le producteur de déchets soit national ou privé, qu'il fasse faillite ou pas, que la culture participation soit forte ou pas, le principe est toujours le même. Ils sont sur votre territoire, c'est à vous de les gérer sur le long terme. Donc sur le long terme, effectivement, de nombreuses années. Mais je suis d'accord avec vous, la question géopolitique doit être explorée, et cette question d'indépendance énergétique est évidemment importante, mais là, vous êtes en train de proposer un cadrage du débat qui n'est pas celui qui est proposé par les gestionnaires de déchets à long terme, puisque eux se focalisent d'abord sur gérer l'objet toxique, ici le déchet, et pas le gérer avec une approche systémique plus large. Dankeschön. Bitte Ihre Frage. Voilà, ici, merci. Je voudrais me permettre une question ici plus philosophique, parce que vous mettez l'accent sur l'élégance de la participation, c'est-à-dire si elle fonctionne bien, si le public s'implique, si la décision est partagée, etc. Et en même temps, vous nous dites, sommes-nous de bons ancêtres?
Et donc, sommes-nous de bons ancêtres? C'est par rapport à des générations qui n'existent pas encore, notamment. Pas seulement, mais notamment. Et de manière importante. Et vous avez l'air de dire aussi, en Finlande, par exemple, je prends cet exemple-là, mais on aurait pu en prendre un autre, on va dans le géologique profond et le système et le processus social de consultation a bien fonctionné. Et donc, moi, je me demande là s'il n'y a pas quand même un biais de sciences sociales d'en rester à cet aspect de l'élégance de la participation, puisque, au final, ce seront justement nos descendants, notre postérité qui jugera, mais qui ne jugera pas en fonction de l'élégance de processus participatifs que nous aurons menés, mais par rapport aux résultats, et aux résultats de savoir si ces déchets nucléaires vont remonter ou pas. Et que pour finir, quand même, même si nous ne pouvons pas savoir si la solution suisse, Marcos Buser et Walter Wigdy est meilleure que pour la Suisse, est la bonne pour la Suisse, ou si celle des Finlandais est la bonne pour... Nous ne pouvons pas le décider maintenant. Néanmoins, le critère fondamental sera quand même un critère, en guillemets, de sciences de la nature. J'adore votre question. Merci de l'avoir posée. Je trouve que il y a vraiment quelque chose de... Le choix des mots est quand même important. Hein. Donc vous avez parlé d'élégance de la participation et moi je me suis dit, tiens, ça me fait fort penser à un peu comme si c'était une petite couche de vernis, cette participation. Et moi, je ne pense pas du tout qu'elle soit une couche de vernis. Je vais vous donner 2 exemples. Ah, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, du coup, comme j'ai le micro, j'en profite pour le revenir là-dessus. Oui, exact. Quelque chose de bien construit. Mais alors, non. Je crois que c'est pas ça. Je ne crois pas qu'on soit en train de chercher quelque chose de bien construit. Je crois qu'on cherche quelque chose de co-construit. Donc, on n'est pas de nouveau en train de... Donc, la co-construction peut prendre des formes diverses et variées. Il est possible qu'en fait, il n'y ait aucune élégance dans ces processus participatifs et qu'ils ne marchent pas du tout. Mais au moins, on aura expérimenté et on aura essayé la participation. Donc, je crois que... c'est un point de passage obligé sur le plan de la procédure, mais c'est pour ça aussi que je disais que procédure et résultat sont toujours intimement liés. C'est que quand on prend au sérieux la participation, on accepte que le plan initial et la solution telle qu'on l'avait designée ou envisagée soient profondément modifiés. 2 exemples, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de la question de la réversibilité ou de la récupérabilité. Au départ, les ingénieurs ne pensaient pas du tout qu'il y ait le moindre intérêt à rendre cette solution réversible ou récupérable. S'ils croient au pouvoir de la roche, s'ils croient au pouvoir d'enfermer ces déchets en sous-sol, c'est précisément avec aucune volonté d'aller les rechercher. D'ailleurs, cette option de réversibilité et de récupérabilité, ce n'est pas du tout l'option qu'ont choisi les Finlandais. Donc, ils ne font pas de réversibilité, pas de récupérabilité, contrairement, si j'ai bien compris, à ce que s'apprêtent à faire les Suisses, et contrairement à ce que s'apprête à faire la France, et ce qu'aimerait voir advenir la Belgique. Mais ça a des conséquences très concrètes sur la manière de laisser une place ou non aux générations futures dans le processus décisionnel. Ça veut dire qu'on leur laisse potentiellement une chance d'avoir une prise demain, dans 2, 3, 4 générations, de revenir sur cette décision. C'est pour ça que je demandais la différence entre récupérabilité et réversibilité, parce que la réversibilité, c'est loin d'être une espèce de coquille vide. C'est laisser en pratique la possibilité aux générations futures de revenir sur des choix qui auraient été posés et qui tendraient à s'imposer à eux. Donc c'est de se dire, si je n'ai plus envie de ce dépôt géologique dans 2 générations, je devrais avoir la possibilité technique, sociétale, économique et politique de revenir en arrière. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant, concept de réversibilité et de... Das ist ja das auch, was Marcus Buser und Walter Wigdy gesagt haben, dass man eben alle 10 Jahre auf einen Entscheid zurückkommen sollte. Genau. Marlies Philipp, bitte mit Ihrer Frage.
Genau. Sie haben zwar gesagt, erstmal nochmal auch herzlichen Dank für den Vortrag, fand ich ganz toll. Bei uns fängt ja auch gerade oder hat gerade wieder die Suche nach dem Tiefenlager für die hochradioaktiven Stoffe begonnen in Deutschland mit der weißen Landkarte. Und es ist dort von der Bundesregierung und vom Bundestag und von den gesetzgebenden Organen ein ganz großes Paket geschnürt worden zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie haben gesagt, Deutschland jetzt in Ihrer Aufzählung nicht mit drin gehabt, aber bestimmt wissen Sie auch, dass das da alles gibt. Es gibt dort sehr viele verschiedene Sachen von Regionalkonferenzen, von Fachgebietskonferenzen, von verschiedenen Beteiligungssachen, zum Beispiel auch die junge Generation, wie kann die sich beteiligen? Ja, ich selber bin ja schon lange in dem Geschäft mit da beschäftigt. Also ich habe das unbestimmte Gefühl, selbst wenn ich das alles aufbaue, letztendlich für den Ort, wo das entsteht, dort nützt das alles nichts. Es wird dort den Widerstand geben. Wie sehen Sie die Sache? Das ist also, ich bin da nicht ganz optimistisch mit dieser Öffentlichkeitsbeteiligung. Oui, alors, effectivement, je n'ai pas dit que le fait de faire participer les publics allait rendre votre vie plus facile. Je crois que ça va même la compliquer très lourdement. Ça va la compliquer et en même temps, elle est déjà compliquée, la vie du producteur de déchets ou de l'ANAGRA ou de l'UNDRAF. Parce qu'en fait, ils sont coincés. S'ils n'ont pas de soutien politique ou sociétal de l'option, aussi jolie soit-elle sur le plan technique et de la sûreté, en fait, ils ne vont jamais le mettre nulle part, ce dépôt. Et donc ça, c'est la première chose. Donc, on peut se dire, OK, on n'a aucun intérêt à faire participer les publics. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner? On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas encore fait. Peut-être que ça va modifier la manière dont le programme est envisagé. Peut-être qu'on va devoir faire machine arrière. Peut-être qu'on va devoir réouvrir les possibles. Mais ça, c'est clair. Et j'aimerais qu'on revienne aussi prendre un peu de hauteur sur le débat qu'on est en train d'avoir, parce que c'est pas anodin quand même d'inviter 2 géologues pour venir faire une présentation sur le futur de la gouvernance du démantèlement et de la gestion des déchets. On a demandé à un géologue de venir. On n'a pas demandé à un ingénieur physicien nucléaire de venir discuter de la thématique. On a invité 2 personnes experts du sous-sol. Ça veut dire qu'on n'a pas encore, ils ne sont pas encore intervenus. La manière dont on a cadré le débat, c'était de dire, et vous savez, quoi qu'il arrive, c'est le dépôt géologique. Hein. On peut en discuter comme vous voulez, hein, tant que vous voulez. On va peut-être vous donner un peu matière à discussion hein, sur est-ce que vous voulez que la sûreté soit passive, active, est-ce qu'on fait un peu de surveillance au sous-sol ou non, à quelles conditions, mais ce sera le dépôt géologique. En fait, je crois que c'est ça que je voulais aussi faire passer sur l'impossible page blanche. C'est à la fois une énorme plus-value d'avoir toute cette accumulation de connaissances, hein, donc ce regard rétrospectif des sciences de l'ingénierie qui travaillent sur une option de type dépôt géologique depuis des décennies, et c'est aussi leur plus gros fardeau, parce qu'il y a un attachement très fort et un effet de cadrage tellement important qu'en fait, les publics ne voient pas ce qu'ils ont encore à décider. Et la plupart du temps, les critiques très virulentes qui refusent les invitations de débats qui sont institutionnalisés, c'est pour dire on ne veut pas de votre dépôt géologique, on ne veut pas discuter du dépôt et de ses conditions, on aimerait discuter du futur de l'énergie nucléaire. Et il est possible qu'on en veuille pas, mais si possible, ouvrez les possibles en matière de solutions envisagées. Peut-être qu'à la fin de la journée, tous ces gens seront d'accord avec les ingénieurs, parce qu'ils avaient 40 ans d'avance en même temps sur la recherche. Hein. Mais, je veux dire, si on laisse pas la possibilité au public et aux parties prenantes de discuter avant qu'il y ait tous ces effets de cadrage, en fait, il ne faut pas s'étonner que la mayonnaise ne prenne pas. Gut, Blick auf die Uhr. Wir haben schon viel gehört von Ihnen, Céline Berhot. Wir nehmen noch eine Frage vor dem Café. Ist das für Sie okay? Walter Wildi. En tant que Suisse, j'ai l'impression que le terme de participation est passablement vide. Participation est un terme vide en Suisse. Un Suisse, il veut la codécision. Et je me demande, vous savez, on peut prendre les gens au sérieux, les gens savent qu'il y a un problème à résoudre. Tant qu'on ne les prend pas au sérieux, tant qu'on a peur de la vie
populaire, on parle de participation. Au moment où on parle de codécision, on dit on vous prend au sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que Belge, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, en tant que Belge, alors, bon, plusieurs choses, mais je vais essayer d'être courte, parce que j'ai l'impression que les gens ont envie d'un café. En fait, sur la codécision, je crois que de nouveau, tout le monde n'a pas le même avis et ne s'entend pas sur est-ce qu'on doit finalement codécider. Vous savez, codécider, ça implique de partager aussi les responsabilités. Donc, codécider, je crois qu'en Belgique, quand on a eu cette enquête, les gens se sont dit « Oh, participer, c'est déjà bien. Hein. Recevoir un peu les informations, savoir quand il y a des deadlines, etc. On veut bien donner notre avis, mais codécider, c'est plus que donner son avis. C'est à un moment donné assumer qu'on va faire un choix, qu'on va réduire des possibles et assumer les conséquences, parfois irréversibles, du choix qui est donné. Et en fait, la plupart du temps, les gens font quand même un peu la politique de l'autruche. Ça vaut pour nos représentants politiques, mais ça vaut aussi parfois pour le citoyen ou pour même l'expert scientifique. Alors je veux dire, on ne peut pas maintenir les possibles ouverts ad vitam aeternam. Mais quand on choisit délibérément de les fermer et de laisser le choix aux experts scientifiques et techniques de les fermer tout seuls, automatiquement, on n'est jamais dans de la codécision. On n'est pas dans la codécision, on nous demande de valider une intuition, des recherches menées depuis des décennies, qui sont issues d'un seul groupe, d'un seul type de communauté, c'est la communauté scientifique. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne crois... Peut-être que je vais un peu fâcher les Suisses qui sont dans cette salle, mais on me pose souvent la question de ce que je pense du droit de vote, du droit de veto, pardon, du droit de veto qui a été aussi mis en place partiellement en Suède et qui n'a pas du tout été mis en place en France, et je ne crois pas qu'il sera mis en place en Belgique, mais j'ai cru comprendre que vous y teniez aussi particulièrement, tout comme les référendums. Je ne crois pas, par exemple, que sur la question des déchets, la gestion à long terme, la question du référendum, donc où on répond, enfin peut-être que vous faites différemment, mais on répond par oui ou non, ou on s'abstient, soit la manière la plus judicieuse de mettre en débat ou de décider de cette option. Qui pose la question ? Comment on va la poser? Comment on va la cadrer? Avec quelles conséquences? Ça, je crois que poser une question fermée sur un programme de gestion qui comporte autant d'incertitudes, autant de complexité, on ne peut pas s'en contenter. Gut, also wir ergreifen gegen alles das Referendum. Ja, genau. Donc on aura un référendum. Les Suisses vont voter, donc vous pouvez rien faire contre. Donc Ja, je sais, c'est la culture participative suisse. Ja. Donc ça fait partie de votre culture. C'est une codécision du peuple à la fin. Genau. Céline Pahot, das war hochspannend, Ihnen zuzuhören. Und ich denke, das sind Themen, die wir viel zu wenig besprechen. Governance von Rückbau, von Entsorgung von radioaktiven Abfällen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Céline Pahot. Jetzt gibt es gleich Applaus für Sie und Kaffee für Sie. Dankeschön. Merci.